petite visite d'environ une quinzaine de minutes. Attention au départ. Tout d'abord, sur votre droite, je vous présente la Jaco. C'est la voiture la plus ancienne de notre musée. On l'appelle également la grand-mère du musée. Elle date de 1878 et fonctionnait à la vapeur. Il fallait donc chauffer 80 litres d'eau pendant 2 heures pour ne rouler que 7 km. Le docteur Jaco pensait arriver plus vite chez ses patients. Dans cette allée, une série de Benz du célèbre Karl Benz. Celui qui remplaça les chevaux à l'avant du véhicule par un petit moteur à pétrole. C'était en 1886. Et au fur et à mesure de notre avancée dans le temps, vous pouvez voir quelques changements sur les véhicules, tels que l'apparition des toits, tout d'abord en toile très fine pour se protéger du soleil, puis en cuir pour se protéger des intempéries. L'apparition des volants tels qu'on les connaît aujourd'hui, l'apparition également des phares pour mieux percer la nuit, et l'apparition des pare-brises, comme vous pouvez le constater sur votre droite. Ils étaient tout d'abord droits. D'ailleurs, les essuie-glaces n'existaient pas encore. Alors, comment faisait-on? Eh bien, il suffisait tout simplement de couper une pomme de terre en deux et de la frotter sur le pare-brise. Ceci empêchait les saletés de s'y déposer et la pluie de s'écouler. Et en hiver, on répétait l'opération avec un oignon cru. Ceci pour empêcher le givre. Oignon cru. Les patates dans l'été, pour éviter qu'ils se salissent. C'est ça. On va essayer ça, les patates. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « monter en voiture » Eh bien, tout simplement des marchepieds que vous avez pu observer. À gauche, des voitures de grand luxe des années 20, une Hispano Suiza et des Bugatti. Et à droite, des voitures françaises qui ont disparu, comme Talbot ou Ballot. Là, c'est plus un signe noir. Sur votre droite, à présent, je vous présente la voiture que l'on surnomme l'œuf, conçue par Palarzen en 1942. Elle avait au départ un moteur électrique. Juste à côté, voici une Tatra, marque de l'ancienne Tchécoslovaquie. Les voitures suivantes ne faisaient pas partie de la collection d'origine des frères Schlumpf. Sur votre gauche, à présent, je vous présente la voiture personnelle de Monsieur Fritz Schlumpf, de son vrai nom est la Mercedes 300 SL. Et juste à côté, voici une Citroën DS. C'est dans une voiture similaire que le président Charles de Gaulle fut victime d'un attentat. C'était dans les années 60. Et nous voici maintenant arrivés dans l'espace course. Parmi toutes ces voitures de course, domine la marque Bugatti, avec sa Type 35 qui a monopolisé les victoires dans les années 20. Vous pouvez constater que les Formule 1 de l'époque ne possédaient pas de publicité, contrairement à aujourd'hui. C'est pourquoi chaque couleur représentait un pays précis, car chaque pays avait sa propre écurie. Le bleu étant pour la France,
avec Lamborghini et Bugatti, le rouge pour l'Italie avec Ferrari et Maserati, le vert pour l'Angleterre avec Lotus et le gris et blanc pour l'Allemagne avec Mercedes. Et 200 réserves. Il est intéressant de savoir que 90% de la collection appartenait aux frères Schlumpf. Nous avons également plus de 800 lampadaires. Ce sont des répliques de ceux du pont Alexandre III à Paris. Et nous voici maintenant arrivés dans l'espace Prestige. Sur votre droite, une série de véhicules mesurant de 6 à 7 mètres de long, pesant de 2 à 3 tonnes, pouvant contenir entre 100 et 200 litres d'essence et avoir une consommation de 60 litres 100. Toujours sur votre droite, une série de Bugatti. Nous en possédons 126 en salle. L'usine Bugatti se trouve en Alsace, à Molsheim, soit 90 km d'ici et 20 km de Strasbourg. Nous sommes le plus grand musée automobile du monde. Sur votre droite, vous pouvez admirer la fabuleuse Bugatti Royale Coupé Napoléon de 1929. Voiture personnelle des Taré Bugatti, dessinée par son fils Jean, par sa mère. Elle mesure 6 mètres de long, pèse 3 tonnes, pouvant contenir 200 litres d'essence et avoir une consommation de 60 litres 100. C'est également l'une des toutes premières voitures à avoir un toit panoramique et un intérieur de velours, parce que madame aimait le luxe et voulait voir les étoiles la nuit. Messieurs, dames, elle a été estimée en 2011 à plus de 40 millions d'euros, largement dépassée aujourd'hui. Vous pouvez également admirer l'emblème de la Bugatti Royale, qui est un éléphant en hommage au frère des Taré Bugatti, Rembrandt Bugatti, qui était sculpteur animalier mais malheureusement mourut très jeune. Vous pouvez également admirer la forme des radiateurs des Bugatti. Ce sont des fers à cheval, rappelant la passion hippique de M. Bugatti. Gauche à présent, voici la Suiza, voiture très prisée dans les années 30, dont l'emblème est une cigogne, représentant une escadrille aérienne de guide-mer. Hispano Suiza vient du fait que les fonds se trouvent en Espagne et les services techniques en Suisse. Ajoutons à cela que la marque construisait également des moteurs pour avions. Sur votre gauche se trouve l'un des tout premiers bus scolaires qui pouvait accueillir environ une dizaine de personnes.
Et juste à côté, voici l'un des tout premiers camions de pompiers. Il est encore bien loin de nos camions actuels. Mais bien sûr, pour pouvoir conduire, il fallait avoir son permis qui fut instauré en 1922, un an après l'élaboration du Code de la route en 1921. Pour l'examen, il fallait venir avec sa propre voiture et l'inspecteur nous faisait conduire dans une immense cour où il y avait des mannequins en bois. Si l'on renversait, 5 mannequins où on était recalés, sinon on avait son permis. Merci de votre attention. Le Musée national de l'automobile vous souhaite encore une très bonne visite.